Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. L'émission est toujours consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Rugby, les phases de poule de Division Honneur se sont terminées ce week-end. Coup de projecteur sur la saison du Sky Rugby. Le club termine en milieu de tableau à la 7e place du classement. Nous recevrons des membres du club dans cette émission. Football des jeunes Yvelinois était ce week-end à Clairefontaine pour participer à la Danone Nations Cup, l'un des plus grands tournois au monde pour les joueurs âgés de 10 à 12 ans. Reportage à suivre. Roller hockey dans le championnat de National 4, les Sharks terminent leur saison de la plus belle des manières en s'imposant sur un score large contre Asnières. Le résumé du match dans cette émission. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV78. Du rugby pour commencer ce 7-8 Sport dans le championnat de Division Honneur. Versailles a réussi son pari déjà assuré de la montée. Les hommes de la Cité Royale terminent la phase de poule invaincus. 18 matchs et 18 victoires. Les Versaillais se sont largement imposés 57-22 sur le terrain du SCUF. Une victoire qui leur permet de terminer la saison avec 84 points, 21 points de plus que leur dauphin Paris 15. Versailles tentera maintenant de remporter le championnat de France. Toujours en rugby et toujours dans le championnat honneur, le Sky Rugby termine sa saison sur une mauvaise note. Les Saint-Quentinois se sont inclinés lors de l'ultime journée contre Ministère Finance Paris sur le score de 29-10. Le Sky termine donc à la 7e place du championnat. Pour nous parler de cette saison, nous recevons sur ce plateau le président Guillaume Payen, l'entraîneur Thomas Payen et l'ailier Jérémy Barbier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous attendait sur ce plateau avec une victoire. Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas réussi à gagner. On aurait bien voulu gagner. Pourtant, effectivement, tu dis c'était un dernier match et une défaite. Mais il y en a quelques-unes avant, malheureusement. Mais ouais, hier, on a fait le constat avec les joueurs qu'on avait tout donné. Donc, de ce point de vue-là, pas de frustration. On a fait ce qu'on pouvait. Et à 20 minutes de la fin, on était à égalité. Et on a craqué à la fin. Donc voilà, physiquement, on n'a pas réussi à tenir tout le match. On a perdu. L'équipe adverse avait un enjeu fort puisqu'ils jouaient le maintien. Donc il fallait absolument qu'ils gagnent. Et donc ils ont tout donné. Nous, on a été sur un match où on n'avait plus de place à gagner au classement. Juste à essayer de bien finir, on n'a pas réussi. Vous l'avez pris un petit peu à la légère, Thomas, peut-être, ce match ? Non, pas du tout. C'était un match qu'on a pris avec beaucoup de sérieux. On a bien travaillé toute la semaine. C'était un match qui marquait la fin d'un cycle aussi, avec des joueurs comme Jérémy qui arrêtent leur carrière sur ce match. Donc le groupe voulait faire un bon résultat. Après, ils étaient peut-être plus en forme, ils avaient peut-être plus d'énergie. Peut-être que ça vient aussi de l'enjeu, parce qu'en effet, ils jouaient leur maintien sur cette dernière partie. Mais du coup, non, on l'a préparé avec beaucoup de sérieux, on a tout donné, mais on est tombé sur une super équipe qui nous a mis en difficulté. Jérémy, comment vous l'avez ressenti cette dernière sur la pelouse ? Écoutez, moi déjà j'étais dans les tribunes parce que j'ai été suspendu sur le match précédent. Après voilà, comme on dit les coachs, donc, pas de bobo sur ce match pour vous. Voilà, parfait. Match préparé sérieusement pendant la semaine et puis sur le match effectivement on lâche un peu à la fin. Les gars ont tout donné, mais peut-être qu'en face ils avaient effectivement plus d'envie du fait du maintien qui se profilait. Ministère était au-dessus ou pas, Thomas ? Non, je pense qu'on est des équipes d'à peu près du même niveau. On a à peu près la même façon de jouer. Maintenant, ils avaient peut-être un peu plus de banc que nous. Du coup, à l'arrivée, sur la fin du match, c'est ce qui a fait la différence. Guillaume Payen, vous terminez sur une mauvaise note. Est-ce que c'est embêtant pour la suite ? C'est jamais plaisant de perdre, mais on n'est pas, comme on dit souvent aux joueurs, on n'est pas meilleur ou moins bon avec cette victoire ou cette défaite. On est à peu près au même niveau. On prépare la saison prochaine depuis un petit moment déjà et effectivement ça fait toujours plaisir. Les derniers matchs c'est toujours un moment particulier. C'est-à-dire que tu finis forcément, il y a des joueurs qui arrêtent, il y a des joueurs qui vont déménager, etc. Donc c'est toujours un petit moment que tu aimes bien finir en beauté. Donc ça fait plusieurs années, comme tu sais Mickaël, qu'on est au club. On a eu des très belles fins de saison avec des victoires à l'extérieur. Hier c'est pas une moche fin de saison puisque comme vraiment on a fait une belle partie. On a fait une belle partie de rugby avec aussi bien les adversaires que nous, l'envie de jouer, un match très propre, un bon arbitrage. Voilà, on finit sur un beau match quand même. Après, on n'a pas le résultat qu'on voulait, on voulait gagner. C'est pas grave. Alors au classement, je le disais, vous terminez à la 7e place du classement. Jérémy, est-ce que vous êtes satisfait ? Non, parce qu'en dernière saison on ne peut pas être satisfait de finir comme ça en milieu de tableau. En plus, en début de saison, on s'était donné avec les gars, on s'était pris à part et on s'est dit voilà, on va essayer d'accrocher au moins une place qualificative et voilà, on termine dans le ventre mou du championnat. C'est pas forcément satisfaisant en termes de compétition. Thomas ?
Est-ce que vous sentez une amélioration par rapport à la saison dernière où vous avez lutté pour le maintien jusqu'à la dernière journée, alors que là, cette fois-ci, le maintien a été acquis finalement assez rapidement? Il y a eu clairement une évolution en effet par rapport à ça, c'est-à-dire que l'année dernière, jusqu'à la dernière journée, on ne savait pas si on allait se maintenir. Là, on l'a assuré assez rapidement sur des matchs importants à l'extérieur, contre des concurrents directs. Donc la problématique est peut-être venue de là aussi, c'est qu'on s'est très vite maintenu. On a très vite eu aussi des équipes de tête de poule qui se sont détachées, donc on s'est très vite retrouvé dans ce ventre mou, où après, du coup, l'enjeu était peut-être moins sur le résultat, mais plus sur les prestations. Donc on s'est concentré sur notre rugby, sur notre jeu, et peut-être un peu moins sur le classement. Alors vous avez concédé 12 défaites, c'était pas trop pour espérer mieux cette saison? C'était pas trop pour espérer mieux. Ouais, c'est pas comme formule. J'aime bien. Je sais pas ce qu'on espère. On espère toujours faire. On est à notre niveau. On n'est pas en top 14 à viser la Coupe d'Europe ou le maintien ou ceci ou cela. Nous, notre niveau, c'est chaque dimanche, t'as un match. Il faut essayer de le gagner. Il faut essayer surtout de faire des bons matchs et d'être content de soi à la fin. On a quand même sur les 18 matchs de la saison, oui, effectivement, 12 défaites, c'est toujours trop. Pour autant, on est l'équipe qui a gagné le plus de bonus de la poule. Alors beaucoup de bonus défensifs parce que on s'est retrouvé avec des situations de match où on a perdu la dernière seconde, on n'a pas réussi à gagner la dernière seconde et on était souvent dans les clous. C'est ce qui compte, c'est-à-dire que perdre un match de 40 points ou batailler jusqu'à la 80e minute, c'est pas la même chose. Et cette saison, on a quasiment bataillé jusqu'à la dernière seconde sur tous les matchs. Et ça, c'était bien parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et la saison d'avant, c'était pas le cas. Il y a des matchs qu'on ne pouvait pas tenir. Dès la première mi-temps, on était largués. Cette année, on a existé 80 minutes quasiment à tous les matchs et ça, c'est un vrai progrès. Justement, Thomas, vous allez vous appuyer sur quoi la saison prochaine? Quel secteur de jeu? On est toujours dans la continuité de notre travail, donc nous sur un rugby de mouvement avec des jeunes issus du club. Donc on garde cette philosophie en espérant toujours récupérer nos juniors qui vont monter. On a emmagasiné pas mal d'expérience cette année, donc vu que c'est un groupe qui est jeune, c'est important. On repart sur ce collectif, sur ces bases, pour avoir peut-être un peu plus d'ambition sportive du coup la saison prochaine. Il va y avoir un gros recrutement ou ça va être essentiellement des jeunes du cru? Alors je reprends ce que toi viens de dire, c'est la continuité, c'est la politique du club, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Le recrutement, si, il y en a toujours. Mais ce qu'on dit toujours, le recrutement, c'est que le maximum de joueurs continuent à jouer, parce que c'est pas le cas dans tous les clubs. Il y a des joueurs qui arrêtent, il y a des joueurs qui sont en mutation professionnelle, etc. Et puis surtout, c'est d'intégrer les jeunes. Clairement, au rugby, le recrutement, il se fait en interne. Il se fait en interne dans beaucoup de clubs, et c'est tant mieux. Donc on a des juniors qui ont joué avec nous à la fin de saison les derniers matchs et qui ont prouvé des très belles choses, qui ont même bossé avec leur staff tout au long de la saison et donc on espère qu'ils vont intégrer c'est un vrai recrutement en interne. L'objectif l'année prochaine, ça sera quoi? L'objectif, ça va être toujours garder la même qualité de jeu, le même état d'esprit et aller chercher une première partie de classement. Vous voulez réaliser peut-être une saison comme Versailles l'a réalisé cette année? On n'a pas les mêmes moyens, donc on n'a pas non plus les mêmes ambitions forcément. Mais en tout cas, oui, essayer d'avoir plus de victoires, essayer de mettre un peu d'engouement autour des prestations de notre groupe senior, ça serait pas mal. Jérémy, vous allez suivre ça un petit peu de loin. Qu'est-ce que vous espérez pour vos désormais ex-coéquipiers? Le meilleur forcément, qui fasse une super saison, éventuellement envisager un championnat de France et pourquoi pas une montée, mais après, comme les coachs ont dit, il faut être réaliste, il faut continuer à construire le groupe. Il y a un bon groupe avec des bonnes valeurs, c'est important, donc je pense qu'il faut miser sur la continuité. Une montée, c'est possible, selon vous? Pourquoi pas? Ça sera le mot de la fin. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On se donne rendez-vous en septembre pour le début de la saison et pourquoi pas pour une saison historique pour le Sky Rugby. Une dernière information rugby, c'est terminé également pour les poules de promotion honneur. Montigny-le-Bretonneux termine par une défaite sur le fil 15-12 sur le terrain de Noisy-le-Grand. Une contre-performance qui n'aura pas de lourdes conséquences au classement. Les Igny-Montins terminent 3e de la poule avec 57 points à 11 points du leader Aulnay. Après le rugby, du football avec le championnat de Régional 3, Trappes n'a pu faire mieux que match nul 2-2 sur le terrain de Saint-Ouen-l'Aumône. Score final donc 2-2. Ce 8e nul de la saison n'arrange pas les affaires des trappistes qui auraient pu passer devant leur adversaire du jour en cas de succès. L'ES Trappes reste 3e en embuscade à 2 points de la première place.
Direction maintenant le championnat de D1 de district. On jouait ce week-end la 19e journée. 6 matchs étaient au programme. Sartrouville s'impose 2-1 face à Guyancourt. Maurepas réalise le carton de cette journée en battant Houille sur le score de 5-1. Marly-le-Roi domine Plaisir 2-0. Même score pour le Chénet face au Mantois. Match nul entre Montesson et Carrière-Grésillon. Enfin, Gargenville s'impose contre Hardécourt sur la plus petite des marges 1-0. Le championnat est toujours dominé par Houille malgré sa défaite. Football toujours, mais cette fois-ci chez les jeunes, le Centre technique national de Clairefontaine a accueilli ce samedi la première étape qualificative de la Danone Nations Cup, une grande compétition mondiale réservée aux filles et aux garçons de 10 à 12 ans. Parmi les équipes engagées, des structures yvelinoises comme Trappes et Guyancourt, des images de Patrick Jacques de Dixmude, un montage de Xavier Jalin. Une journée exceptionnelle pour 1600 enfants. Les jeunes footballeurs âgés de 10 à 12 ans ont pu jouer ce samedi 13 avril sur les terrains d'entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine, à l'occasion de la Danone Nations Cup, leur Coupe du Monde à eux. C'est une vraie compétition qui existe donc depuis plus de 20 ans. Elle a été créée par notre président après la Coupe du Monde 98 pour permettre aux enfants de réaliser leurs rêves. Leur rêve étant de pouvoir jouer comme les grands joueurs de football sur des terrains connus. Si certaines équipes sont venues profiter du panorama, d'autres au contraire sont venues pour performer sur la compétition. C'est le cas de l'ES Trappes. Voir où est l'évolution des gamins. Après, pour les gamins, pouvoir se situer par rapport à d'autres clubs, et notamment des clubs plus prestigieux que l'ES Trappes par exemple. L'équipe de Guyancourt est également venue avec des joueurs sur les terrains de Clairefontaine, même si les féminines sont reparties avec 4 défaites en 4 matchs dans leur valise. L'objectif de la journée est atteint. C'est exceptionnel puisque déjà l'année dernière on n'est pas venu et cette année c'est déjà bien d'être là, qu'on perde ou qu'on gagne, au moins on se fait plaisir. Jouer à Clairefontaine, un endroit qui est normalement réservé uniquement à l'élite, à toutes les équipes de France, c'est une expérience unique dont elles vont se rappeler, je pense, toute leur vie. Après cette journée, aucune équipe yvelinoise n'est parvenue à se qualifier pour la grande finale nationale qui se disputera le 22 juin prochain à Paris. Du baseball à présent dans le championnat de Division 1, les Cougars se reprennent. Ils se sont imposés lors de leurs 2 matchs contre Metz ce week-end. Ils emportent dans la première partie 11-7 et 7-6 dans le second match. Une victoire qui permet donc aux Igny-Montins de remonter à la 2e place de la poule B, juste derrière les Templiers de Sénart. Prochain match dimanche prochain sur le terrain du PUC de Paris. Foot US maintenant, victoire sur le fil pour les Templiers d'Elancourt dans le championnat de 2e division. Ils se sont imposés ce week-end contre les Pionniers de Touraine à l'extérieur sur le score de 15-14. Une équipe qu'ils avaient déjà battue d'1 petit point lors du premier match. Cette victoire leur permet de rester leader de leur poule de la Conférence Nord. Nous allons maintenant parler des Sharks d'Elancourt qui recevaient Asnières ce dimanche lors de la dernière journée du championnat de N4. Et les Sharks l'ont facilement emporté sur le score fleuve de 11-4. Les résumés du match, un montage de Xavier Jalin. Match de fin de saison au gymnase Chastanier. Les Sharks d'Elancourt affrontent ce dimanche 14 avril Asnières pour la dernière journée du championnat de National 4. Après une entame de match convaincante ponctuée par 2 buts, les visiteurs reviennent au score juste avant la mi-temps, 2-1 à la pause. On n'a pas trop joué, on n'a pas trop forcé, on n'a pas vraiment joué en fait. Clairement, on a sous-joué, clairement. Pas de pression particulière, on savait on restait en National 4, c'était un match de classement. Je pense qu'on l'a pris un peu en dilettante. Au retour des vestiaires, les visiteurs égalisent rapidement, un détonateur pour Elancourt. Les vagues offensives élancourtoises déferlent sur le but d'Asnières. Le Sharks l'emporte finalement assez facilement 11-4, le 2e plus gros score de la saison pour les locaux. Deuxième mi-temps, dès qu'on a commencé à jouer, ça allait mieux, quoi. Le score reflète, quoi. Le but, c'était de mettre au maximum, se faire plaisir, parce qu'il y a 2 de nos joueurs qui s'en vont quand même dans d'autres clubs pour évoluer à un plus haut niveau. Mais donc, le but, c'était de se faire plaisir entre nous et de marquer le maximum de buts. Elancourt termine cette saison en milieu de tableau à la 5e place de la poule sur 8 équipes engagées. Un petit peu décevant. L'année dernière, on a fini au même niveau. On pensait au moins jouer les playoffs cette année. On a eu quelques petits problèmes. Des naissances où on ne pouvait pas gérer ça. Ils sont tous papas. On est tous heureux qu'ils soient papas, mais nos meilleurs attaquants qui ne sont pas là. Objectif, la saison prochaine, revenir en National 3 après être descendu de cette division en 2017. On va maintenant parler d'un sport cousin du roller hockey, le floorball. Ce sport pratiqué principalement dans les pays du Nord est arrivé en 2015 à Buc. Pour nous parler de cette discipline et du club, nous recevons l'entraîneur Sébastien Le Fauché, Sandra Bravard, joueuse de l'équipe, et le gardien Valérian Thomas. Bonsoir. Alors avant de parler du floorball, est-ce qu'on peut dire que le roller hockey est cousin du floorball ?
Oui, on peut dire il y a des similitudes avec le roller hockey, le hockey sur glace et d'autres types de hockey. Après, c'est vrai qu'il y a certaines règles qui sont assez différentes et même par exemple les protections aussi, c'est assez différent. Au floorball, par exemple, on est moins protégé dans le sens où les charges sont plus sévèrement punies. Là, en roller hockey, on vous voit même au hockey sur glace, on a droit à un peu plus de charges, mais également les équipements comme les palets sont un peu plus lourds, donc on se prend un palet sur la jambe, c'est vrai que ça fait un peu plus mal qu'une balle de floorball par exemple, je pourrais vous montrer le matériel après, mais après c'est vrai que bon, ça reste les mêmes règles. Il y a 5 joueurs sur le terrain plus un gardien dans chaque équipe, les tailles des buts sont à peu près similaires, les stratégies sont les mêmes, 3 attaquants, 2 défenseurs. Sandra Bravard, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous avez lancé cet atelier, enfin ce sport à Buc? Alors ça vient du président en fait qui a pratiqué en fait le floorball lorsqu'il a fait Erasmus en Suède. Donc quand il est venu en France, il a voulu continuer à faire ce sport. Donc il était d'abord dans le nord et quand il est arrivé en région parisienne, donc à Guyancourt justement, il a voulu en fait perpétuer en fait ce sport localement et le faire connaître. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, très bien. Donc on a de plus en plus de joueurs chaque année. Généralement, c'est des gens qui ont découvert ce sport à l'étranger. J'avoue, j'ai découvert ce sport au Canada. Il y en a qui ont découvert aussi en Suisse. Après, c'est un sport qui est très accessible. C'est-à-dire que là, on est donc au floorball. Là, on voit des images, donc on est en basket. Donc tout le monde a cet équipement. Le club prête aussi la crosse et des lunettes de protection au besoin. Donc voilà, pour quelqu'un qui veut démarrer un sport qui est assez physique, ça demande un peu de conditions, quelqu'un qui aime courir, qui aime les accélérations et qui a envie de toucher de près la technicité d'un jeu de balle, c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'adhérents à Buc? C'est en progression. On a dit que le club est fondé en 2015, donc ça monte chaque année. Après, on a un noyau dur, le niveau progresse. Moi, j'observe une bonne progression sur le niveau des joueurs. On est encore engagé cette année en championnat. La section reste loisir, mais on a la possibilité aussi de s'exprimer sur les terrains au niveau compétitif. Et pourquoi vous êtes lancé, vous, justement ? Alors moi, ça rejoint un peu l'expérience du président. Moi, j'ai travaillé en Suède il y a quelques années. J'ai découvert le sport au travail. C'était vraiment l'activité numéro 1, le sport numéro 1 accessible pour tout le monde. Je suis revenu à Paris et j'ai joué de suite, moi, à Paris pendant une dizaine d'années avant de trouver quelque chose à proximité de chez moi. Sandra, vous êtes l'une des seules féminines du club. Pourquoi ? Oui, alors on est 4 féminines. Oui, 4 féminines aujourd'hui. L'idée, c'est de faire connaître ce sport, en fait. Je pense que les personnes ont peut-être peur de l'intensité physique. Ça fait peur aux filles, le floorball ? C'est ça. Je pense que c'est le contact qui fait peur, alors qu'au contraire, c'est un sport sans contact. Parce qu'à la différence des autres formes de hockey, on voit déjà sur nous qu'on n'a pas de protection. Et c'est dans les règles du jeu, justement, d'être sans contact, de ne pas porter de charge. Et s'il y a contact, il y a faute. Donc, ça rassure. Est-ce qu'on devient facilement accro à ce sport ? Oui. Pourquoi vous dites oui ? Alors, personnellement, quand j'avais débuté, j'avais droit à des séances d'essai. Et effectivement, c'est un sport qui mêle l'endurance. On court beaucoup. Faut être assez endurant. On peut vite s'essouffler si on n'est pas assez prêt. Faut être technique. Avec une crosse, faut savoir être habile avec ses 2 mains. Et mélanger le tout, du coup, c'est super stimulant. Et d'autant plus que entre les attaquants, les défenseurs, les gardiens, c'est pas le même style de jeu, mais à la fin, du coup, on trouve toujours son poste de prédilection. On trouve toujours quoi faire. Et puis, la seule chose qu'on a envie de dire, c'est vivement la prochaine séance. Comment on fait pour se lancer, justement ? Il faut acheter du matériel ? Alors, vous avez justement un casque, c'est bien ça. Alors ça c'est mon casque personnel, mais effectivement, comme disait Sébastien, le matériel est fourni. En général, les joueurs de champ, ils ont juste besoin d'une crosse. Après, ils utilisent pour les entraînements un équipement de sport basique, un t-shirt, un short et des baskets.
Et après, effectivement, vu pour les crosses comme pour les équipements de gardiens, on a envie d'avoir son propre équipement. Et c'est pour ça qu'on investit petit à petit. Ça coûte cher ou pas, une crosse par exemple? Alors une crosse, depuis peu, il y a une grande enseigne de sport qui vend ce type de matériel en marque propre. Donc c'est des prix comme toutes les autres activités sportives, on va dire en prix plancher. Après, une cinquantaine d'euros, on a une crosse de bon calibre, résistante, et ça peut aller jusqu'à 100-150 euros. Sandra, vous faites également des compétitions. Quel est le prochain rendez-vous pour le club? Alors, notre club a fait des très très bons résultats cette année. Donc, on a une équipe qui est mixte au club. Donc, la prochaine échéance, ce sont les playoffs à Brest. Donc, vous jouez avec les garçons? Alors, pas cette année. Moi, je me réserve pour le féminin. Et c'est vrai que sur la dynamique, on va dire, du féminin, il y a un championnat dédié qui continue à faire la promotion pour avoir de plus en plus d'équipes. Il y a un Open féminin à Tours au mois de juin. Et le championnat redémarre au mois de septembre. Et comment on fait pour vous rejoindre? Ça se passe comment? Alors j'invite tout le monde à venir tester justement le fleurball à Buc. On a justement des portes ouvertes pendant tout le mois de juin. Donc ça se passe le mercredi soir à 19h45 au gymnase du Pré-Saint-Jean à Buc. À Buc. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite d'avoir le plus d'abonnés à la rentrée prochaine. Merci beaucoup. Du breakdance à présent, une compétition solidaire et amicale était organisée ce dimanche à la maison de l'environnement de Manille-les-Hameaux. Des dizaines de sportifs du secteur se sont affrontés dans des battles de moins de 2 minutes sous l'œil des juges. Mais l'essentiel était ailleurs. Les organisateurs proposent au public de payer leur place en donnant des denrées alimentaires. On écoute l'un des organisateurs. Ils vont être impliqués dans l'événement et donc du coup ramener des denrées alimentaires qui va permettre aussi d'aider les autres. Donc on a le côté artistique, on a le côté solidarité, intergénérationnel. Donc c'était vraiment un enjeu qu'il fallait tester, on l'a fait et ça marche. Le breakdance devrait faire son apparition au JO de 2024 à Paris. Le Comité international olympique a validé ce choix fin mars. Cette discipline qui fera partie des 4 sports additionnels doit maintenant être soumise à la session du CIO qui réunira en juin les responsables. Qu'en pensent les pratiquants? Nous leur avons posé la question. Je dirais c'est compliqué. C'est compliqué. Ça dépend vraiment comment c'est fait, par qui c'est jugé. Voilà. Compliqué. Je suis ni pour ni contre. Je trouve que c'est une belle avancée pour le breakdance parce qu'on demande depuis longtemps d'être reconnu, donc je pense que ça peut nous ouvrir des portes. Maintenant, le problème est toujours le même. Il faut voir de quelle manière il va être encadré. C'est quand même quelque chose de bien que le hip-hop puisse évoluer et qu'il devienne vraiment reconnu parce que je sais qu'avant, c'était pas du tout le cas. On traitait les breakers comme des moins que rien, alors que maintenant c'est vraiment reconnu et on reconnaît vraiment le hip-hop comme quelque chose qu'on peut plus éviter, quoi. Du golf à présent, c'était une première à Mantes-la-Jolie. La ville a accueilli le mondial du golf pendant 3 jours. Plus de 100 exposants sont venus pour présenter leurs produits golfiques. Au total, 10 000 personnes sont venues sur le site. Certains ont notamment pu tester les clubs sur un practice. Pourquoi les Yvelines ont-elles accueilli un tel événement? Les réponses avec l'un des organisateurs, Charles-Henri Bachelier, au micro de notre journaliste Patrick Jacques de Dixmude. Le département des Yvelines est le premier département golfique de France. Il y a 26-18 trous, il y a 30 000 licenciés. Département où c'est tenu sur le golf national, la Ryder Cup. Et également parce qu'il y a ce site de l'île Lemone qui est absolument magnifique, qui ressemble au golf, qui est une île donc entourée de l'eau. C'est la Seine qui passe de chaque côté. C'est vert, c'est boisé et donc ça ressemble au golf. Un mot de cyclisme à présent, la 28e édition de la Jean Racine était organisée ce week-end au départ de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Plus de 5000 sportifs ont bravé le froid cette année pour participer à cette course cyclotouriste à travers les Yvelines. Au programme 9 parcours VTT de 10 à 120 km et 3 tracés routes de 40 à 120 km. Des parcours pour les enfants étaient également organisés. On écoute les réactions au micro de TV78. La touche de la Jean Racine, c'est son organisation, elle est unique. C'est une association et une collectivité qui organise un événement convivial avant tout. C'est pas un événement organisé par une entreprise qui cherche à faire du bénéfice, c'est un événement qui est organisé pour faire plaisir, pour faire du vélo et mettre les gens au sport. Ça participe au rayonnement de notre ville, au rayonnement de notre territoire, la vallée de Chevreuse.
Et je pense que tous les participants de la région Île-de-France, mais même au-delà maintenant, et bien au-delà, j'ai rencontré des Bretons hier, des gens de toutes les régions de France. Cette fête du vélo francilien va devenir la fête du vélo national, je pense, très vite. Si vous avez raté la Jean Racine ce week-end, une compétition cycliste est programmée à Montigny-le-Bretonneux. Le club local organise sa 4e édition de la course de Pâques dans les rues de la commune. Le circuit empruntera l'avenue du Parc, l'avenue des Prés, l'avenue du Général Leclerc et l'avenue Nicolas About. Environ 150 coureurs de toute la région Île-de-France vont participer à cette compétition. Le départ des catégories D3 et D4 est programmé à 8h. La course des D1 et D2 partira à 10h. Et on termine par un rendez-vous rugby et match capital pour Plaisir en Fédéral 2. Les Plaisirois à la lutte pour le maintien reçoivent Le Havre, un adversaire direct. Pour la dernière journée de la saison, la rencontre est programmée ce dimanche à 15h au stade Robert Barran. Si vous voulez les soutenir, l'entrée est libre. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le lundi 29 avril pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV 78.